Eh bien, nous allons reprendre nos discussions pour la dernière table ronde de l'après-midi et on terminera évidemment par la clôture de ces échanges. Donc, vous l'avez compris, hein, les microbiotes sont essentiels pour beaucoup de choses, les micro-organismes, les microbes, enfin, on leur a donné beaucoup de noms durant ces 3 jours. Gilles Boeuf disait tout à l'heure, le vivant ne met rien en décharge. Ça ne vous aura pas échappé que c'est loin d'être notre cas. Hein, nous avons des quantités impressionnantes de déchets, de plus en plus impressionnantes d'ailleurs chaque année. Et les microbiotes sont essentiels dans le traitement justement et la transformation des déchets, mais de quelle manière et comment améliorer ces techniques? Nous en parlons tout de suite avec nos 3 intervenants. Donc Sylvain Durecu, qui est directeur de recherche et du développement chez Séché Environnement. Je vous invite à me rejoindre. Abdelghani Sguir, qui est microbiologiste et professeur à l'université d'Evry Paris-Saclay. Et Théodore Boucher, qui est directeur de l'unité de recherche PROSE. PROSE, c'est procédés biotechnologiques au service de l'environnement à l'INRAE. Alors, je vous invite à prendre donc des micros. Ils sont devant vous. Installez-vous, je vous en prie. Alors, Sylvain Durecu, il y a de nombreuses utilisations des micro-organismes dans la gestion des déchets. Hein, et vous dites que votre démarche est biomimétique. Donc, malgré la quantité de déchets que vous gérez chez Séché Environnement, c'est dur à dire en fin de journée, mais je m'en suis pas trop mal sortie. Vous y êtes arrivé. Oui. Du coup, comment est-ce que vous faites pour imiter un peu le vivant à l'échelle industrielle, j'ai envie de dire? En fait, ce qu'on va faire, effectivement, tout à l'heure Gilles Boeuf l'a rappelé aussi, hein, sur la partie s'inspirer du vivant pour créer de l'innovation. En fait, on va voir plusieurs exemples, hein, en matière de gestion de déchets. Pour la partie applicative au stade industriel, ce sont des technologies, hein, pardon, que beaucoup d'entre vous, vous connaissez. Alors, la première, vous connaissez tous la partie compostage des déchets, aussi bien des déchets de cuisine que des déchets de l'agroalimentaire, où là, on va utiliser les micro-organismes connus, hein, en milieu aérobie, donc en présence d'oxygène, pour arriver à la fabrication d'un compost qu'on va pouvoir réutiliser et valoriser, hein, soit dans le monde agricole, soit à titre dans les jardins. Donc là, on va utiliser forcément la flore contenue dans les déchets pour arriver effectivement à un produit qui ensuite peut avoir une certaine utilité en matière d'utilisation, soit industrielle, soit plus personnelle. Donc là, au stade industriel, on va mettre en place des installations de traitement de déchets qui vont prendre en charge ce type de déchets organiques. Ça, c'est un premier exemple. Il y en a d'autres. Un exemple qui est aussi important, c'est tout ce qu'on évoque en matière de fermentation méthanique et notamment la méthanisation des déchets pour la fabrication de biogaz et de méthane qui vont être intéressantes pour la partie valorisation derrière sur le plan énergétique. Et ça prend une importance de plus en plus conséquente au regard des besoins énergétiques qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui et qui vont encore être en phase croissante dans les mois et les années qui viennent. Donc là, on va s'inspirer en fait finalement des phénomènes naturels, parce que tout à l'heure Gilles Boeuf expliquait que les bactéries, les archébactéries étaient là depuis 3 milliards d'années. Et finalement, les phénomènes naturels qu'on peut retrouver dans certaines contrées, notamment en France, ainsi pour ceux qui voyagent et qui connaissent le marais Poitevin. Hein, quand vous allez dans le marais Poitevin, la matière organique est contenue, hein, au niveau du marais. Si vous remuez un peu le liquide, vous allez avoir une émanation de méthane. Donc finalement, les bactéries sont présentes. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire au stade industriel ? On va optimiser, hein, toute cette partie méthanisation. On va l'optimiser, la développer et la maîtriser d'un point de vue technologique. Donc voilà 2 exemples. Je pourrais en donner beaucoup d'autres sur le traitement d'eau, sur la partie traitement des sols. C'était l'objet de l'exposé tout à l'heure. Pareil, là où l'autre faire de la restauration naturelle,
eh bien, on va utiliser les bactéries pour faire ce qu'on appelle, le mot a été évoqué tout à l'heure, on va faire de la biostimulation, c'est-à-dire qu'on va regarder les critères physiologiques pour la croissance des bactéries, puis on va optimiser leur développement pour favoriser la dégradation des polluants éventuellement contenus pour faire de la restauration des sols. Abdelghani Gir, vous travaillez sur le traitement des eaux usées. Alors rappelez-nous peut-être ce que sont les eaux usées et en quoi les micro-organismes sont utiles pour les traiter. Bon, les eaux usées, je travaille sur les eaux usées domestiques, c'est ce que vous déversez tous les jours. Toute la population, donc on voit dans un réseau dit réseau des égouts, et ce réseau-là ramène l'ensemble donc de ces eaux usées dans une station dite station d'épuration. Et en France, chaque ville de plus de 2000 habitants a besoin d'avoir une station d'épuration qui permet donc de, en quelque sorte, entre parenthèses, de laver cette eau, c'est-à-dire la nettoyer surtout de la matière organique qu'elle transporte et beaucoup d'autres matières. Donc vous avez différents types de déchets. Vous avez des déchets organiques qui sont biodégradables, mais aussi vous avez des déchets qui sont issus de l'utilisation de différents produits, que ce soit des produits chimiques ou des polluants, micro-polluants qu'on jette, ou aussi des médicaments qui arrivent au niveau de la station d'épuration. Donc on a un déchet qui est très complexe qui arrive au niveau de la station d'épuration. Et on a besoin d'épurer cette eau avant de la déverser dans l'environnement, dans les cours d'eau. Donc si on ne fait pas ça, on aurait une catastrophe écologique, c'est-à-dire que les milieux naturels, on dit s'eutrophisent, c'est-à-dire deviennent riches en matière organique, plus particulièrement en phosphore, en azote, et donc on va favoriser le développement de différentes populations, plus particulièrement les populations d'algues, et on aura donc un problème au niveau de la consommation de cette matière organique, déplétion d'oxygène, et donc on aura toute la faune et la flore au niveau des cours d'eau dans lesquels on aurait déversé cette eau maltraitée, vont périr. Donc l'ensemble des invertébrés va périr. Donc on court vers une catastrophe écologique. Donc, la station d'épuration, c'est un procédé biotechnologique, en réalité, biotechnologique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer cette eau usée, les mettre dans différents types de bassins et on va nettoyer petit à petit par étapes, c'est-à-dire on va enlever les matières qui sont de taille assez importante dans un bassin, laisser un peu décompter. C'est ce qu'on... Et là, on va récupérer les matières de taille importante, mais aussi, quand on va décompter, on va récupérer une boue. Une boue, c'est quoi? C'est de la matière organique que vous rejetez dans les égouts, plus les populations microbiennes qui s'attachent, qui s'accrochent à cette matière organique pour la dégrader. Et une fois décomptée, donc on va la passer dans un autre bassin. Là, dans cette eau décomptée, il y a de la matière soluble organique qu'on va dégrader dans un autre bassin qu'on appelle le bassin biologique. Et au niveau de ce bassin biologique, il y a une population très complexe de micro-organismes, ce qu'on appelle le microbiome ou le microbiote, qui est très, très diversifié. On a fait beaucoup d'études moléculaires pour essayer de comprendre, d'avoir une idée sur qui est là, c'est-à-dire les micro-organismes et macro-organismes. Il ne faut pas considérer que les écosystèmes c'est ce que je veux corriger, ne sont formés que des bactéries. Non. Un écosystème, un microbiote, ce n'est pas absolument que des bactéries. La présence de protozoaires, la présence de virus et la présence d'autres micro-eucaryotes est nécessaire pour que le microbiote fonctionne correctement. Et bien évidemment, dans cette eau, cette eau usée, nous avons aussi des déchets et des micro-organismes polluants, c'est-à-dire des parasites qui proviendraient de rejets humains ou rejets animaux. Donc là, on est face à un microbiote qui est très, très complexe. Et donc, dans le deuxième bassin, on va dégrader cette matière organique soluble
qui est dans l'eau pour pouvoir ensuite la rejeter une fois qu'elle est assainie. Donc, à ce moment-là, au niveau du bassin biologique, il va y avoir une décantation, c'est-à-dire on va en quelque sorte stimuler la croissance des micro-organismes et macro-organismes au niveau du bassin biologique, ce qui fait qu'on va transférer la pollution organique rejetée dans les éviers, dans les égouts, on va la transformer en biomasse. Donc on finit par avoir un autre type de pollution, qui est la pollution biologique. Vous avez une biomasse très importante de bactéries, de protozoaires, de virus, de kystes, de parasites. Et ces bouts-là posent un vrai problème qu'on doit traiter. Ça devient un autre déchet. Donc après avoir traité le déchet organique en lui-même, qui polluerait l'environnement et les milieux naturels, on est face à un autre déchet que sont les boues d'épuration, d'abord primaires et ensuite secondaires, qu'on appelle les boues biologiques. Et donc ce déchet-là pose un défi pour le traitement et la dégradation. Merci pour ce cours. C'est pas évident de station d'épuration, mais vous avez été très pédagogue. Le problème, c'est que vous l'avez un petit peu évoqué lors de votre explication, c'est que non seulement les eaux qui sont rejetées ne sont pas si propres que cela, parce qu'il y a des micropolluants qui passent à travers les mailles du filet. Idem pour les boues d'épuration qui sont souvent épandus dans les champs après pour les fertiliser, alors qu'ils contiennent eux aussi des micropolluants. Exactement. Elles aussi. Pardon. Exactement. Dans une station d'épuration, on ne dégrade pas tout. C'est-à-dire, il y a des molécules récalcitrantes qui restent toujours. Et ce qu'on appelle micropolluants, c'est pas la quantité en termes de quantité, mais c'est pas en termes de taille, c'est en termes de quantité. Nous avons des molécules en petite quantité, mais qui sont très toxiques pour l'environnement. Et ces micropolluants, souvent, souvent ils sont dispersés dans les boues, colmatés avec la matière organique, très difficiles à dégrader par les micro-organismes, je ne dirais pas que les bactéries, mais bactéries, archées, protozoaires et autres, très difficiles à dégrader. Et donc, on a besoin de mettre en place un traitement, je dirais, tertiaire, voire quaternaire, pour pouvoir éliminer ces micropolluants. Comme sont récalcitrants, les bactéries, les micro-organismes, ils ne nous ont jamais vus parce que c'est des produits de synthèse chimique. Donc, on a du mal à les dégrader. Donc, les boues restent un poison. Alors, ces micropolluants que l'on retrouve du coup dans la nature, que ce soit dans les fleuves, les rivières, l'océan et aussi dans les champs, ce sont quoi? Des perturbateurs endocriniens, des antibiotiques, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de tout. Il y a des antibiotiques, il y a des micropolluants, comme vous dites, des perturbateurs endocriniens, on en a beaucoup. On a tout type des antidépresseurs, des antiépileptiques, énormément tous les médicaments que les humains prennent, en fait. Oui. Oui. Regardez les boues d'épuration, je vous dirai ce que vous prenez comme médicament, quoi. Exactement. Regardez la station d'épuration, on regarde ce que la population prend comme médicament. Mais aujourd'hui, rassurez-moi, on travaille quand même pour essayer de les limiter. Sylvain Durécu. Ouais, je peux apporter quelques informations par rapport à ça. Déjà sur ce que vous appelez effectivement les boues de station d'épuration, en fait ce sont des boues biologiques. Alors il y a effectivement une réglementation assez stricte sur et effectivement un certain nombre de normes qui existent par rapport aux critères de valorisation. Donc ça, on ne peut pas forcément mettre toutes les boues en valorisation agricole à partir du moment où il n'y a pas les conditions strictes de respect de la réglementation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais ajouter, c'est sur la valorisation elle-même. Une boue biologique, je le disais tout à l'heure, la méthanisation est aussi une réponse par rapport au traitement de ces boues. Donc ça veut dire que derrière, on peut utiliser la matière organique contenue qui va apporter des compléments sur le plan énergétique et arriver éventuellement à la fabrication de méthane. C'est en tout cas l'objectif que nous, on s'assigne dans nos installations. Et puis, par rapport à la question que vous soulevez,
En fait, effectivement, on travaille sur ces aspects-là parce que à partir du moment où on a des micropolluants, on va développer des technologies complémentaires qui ne sont pas des technologies biologiques, mais plutôt des techniques séparatives qui vont permettre, à partir de différents processus, de capter éventuellement les micropolluants contenus, comme vient de l'évoquer mon voisin, donc pour pouvoir retenir et avoir une qualité d'eau qui soit conforme par rapport à la réglementation. Donc là, on n'est pas sur une technologie biologique, on est sur une technologie plus de séparation ou d'absorption, parce qu'aujourd'hui, pour avoir les critères de purification sur une eau, on utilise aussi ce qu'on appelle du charbon actif, qui vont capter les micropolluants. Donc, on n'est pas avare de solutions, on propose des solutions aujourd'hui pour répondre aux difficultés qui sont effectivement celles qu'on peut rencontrer dans le traitement de l'eau. Théodore Bouchès, vous, au sein de votre unité de recherche, vous travaillez sur comment aller plus loin, finalement, que la méthanisation ou que le compostage. Vous parlez de... Enfin, vous travaillez sur la bioraffinerie environnementale, par exemple. C'est une autre façon d'utiliser les matières organiques. Expliquez-nous. Oui, alors tous les procédés dont on parle, alors ceux sur lesquels je travaille, mais ceux dont on a parlé, méthanisation, compostage, traitement des eaux usées, sont des procédés qu'on qualifie de biotechnologie environnementale. Et pour faire le lien aussi avec ce qui a été dit au cours de ces journées, ils ont une caractéristique, c'est que ce sont des systèmes ouverts. Donc à la différence d'autres procédés biotechnologiques où on met un microbe, par exemple pour produire du bioéthanol à partir de sucre issu de betterave, on inocule Saccharomyces cerevisiae dans un procédé fermé et on a une maîtrise de l'agent microbien qui va travailler. La caractéristique des biotechnologies environnementales, c'est que par définition, on utilise la matière organique résiduaire qui elle-même est contaminée avec toutes sortes de microbes, bons ou mauvais, ce n'est pas la question. Et tout l'art des biotechnologies environnementales, c'est de jouer sur cet écosystème. On a vraiment un écosystème dans une boîte et on doit comprendre comment, à partir de certaines pressions de sélection, donc l'ingénieur est dans la position d'un démiurge, en fait. En quelque sorte, il contrôle le biotope, donc le milieu de vie, et ensuite, il laisse les micro-organismes se développer. Et pendant très longtemps, on a eu une logique d'intensification des processus naturels de recyclage de la matière organique. Donc le compostage, le traitement des eaux usées, c'est pas loin de ce qui se passe dans les sols, simplement c'est intensifié. La méthanisation, comme vous l'avez très bien dit, ça se passe dans les marais. Et donc on avait une logique d'intensification. Aujourd'hui, on cherche à voir comment on peut, au-delà du traitement, mieux exploiter cette matière organique d'origine résiduaire, en faire une bioressource. Donc il y a 45 millions de tonnes de déchets organiques qui sont produits tous les ans en France, hors déchets agricoles. C'est un gisement important. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors on en fait déjà du méthane. Cette matière essentiellement, c'est justement des stations d'épuration ou Alors là, je parle plutôt des biodéchets, des déchets organiques solides. Quand on regarde, on fait un bilan matière de la matière organique contenue dans les eaux usées, elle représente finalement une fraction relativement faible du gisement organique contenu dans les déchets solides. Donc, lorsqu'on veut vraiment aller dans une logique de valorisation, c'est le gisement vraiment principal, c'est la matière organique solide, mais il faut bien sûr continuer à traiter les eaux usées et à les valoriser si on peut. Voilà, c'est pas la question, mais c'est simplement qu'en termes de gisement, la matière organique solide, issue des biodéchets, représente le gisement principal. Et donc, alors, ça vient d'où? De chez les agriculteurs ou ça vient de nous quand on nos poubelles? Non, je parle des déchets hors déchets agriculture. Les déchets agriculture, c'est encore beaucoup plus. Mais ils ne sont pas tous disponibles parce qu'ils ont déjà des usages locaux. Donc, il n'est pas forcément question d'essayer de les capter pour en faire d'autres choses. Donc là, on parle vraiment plutôt de la matière organique résiduaire produite par les territoires hors agriculture. Et donc je repose ma question. Voilà. Du coup, quelle est la source de ces matières organiques? Ce sont les particuliers, les industries, les marchés, les collectivités, les boues tout à l'heure. Les boues de stations d'épuration, c'est généralement géré par les municipalités. Donc on a un déchet municipal qui sont les boues et qui peuvent être effectivement méthanisés. Ça fait partie de ces 45 millions de tonnes. Voilà. Et donc du coup, la bioraffinerie environnementale, juste pour terminer sur votre question,
Il existe déjà une bioraffinerie environnementale en quelque sorte, puisque la méthanisation, c'est la transformation d'une matière organique résiduaire en utilisant un écosystème de digestion anaérobie, simplement qui existait dans les marais mais qu'on a intensifié dans un procédé qui est un méthaniseur. On produit du biogaz qui contient du méthane, molécule organique, qui vise le marché de l'énergie et qui apporte sa contribution aux énergies renouvelables. Mais lorsqu'on regarde l'immensité des enjeux énergétiques par rapport à la quantité de ressources organiques résiduaires disponibles, on s'aperçoit que cette contribution ne pourra être au mieux qu'une petite contribution. Et donc là, l'idée, c'est peut-être d'essayer d'aller vers d'autres modèles, d'autres filières qui pourraient représenter des débouchés à terme économiquement équilibrés parce qu'ils auraient une valeur ajoutée supérieure à celle qu'a aujourd'hui le méthane, qui est très largement subventionné, même si les subventions ont tendance à diminuer. Cette filière est économiquement rentable parce qu'elle est subventionnée. Est-ce qu'on pourrait aller vers d'autres types de molécules qui ont une valeur ajoutée supérieure et qui pourraient générer des filières dans le futur qui permettraient d'être un peu plus à l'équilibre? Vous m'avez dit qu'on pouvait créer peut-être des bioressources, des matières qui pourraient remplacer peut-être le pétrole? Pas le pétrole à proprement dit, mais des produits issus du pétrole. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé au cours de ces journées de fermentation acétique. On peut produire de l'acide acétique, qui est un produit d'usage courant. Le vinaigre blanc que vous pouvez utiliser chez vous pour nettoyer vos surfaces, c'est de l'acide acétique concentré. Et ça, on peut en produire à partir de déchets. Et donc, on peut aussi produire... Alors, actuellement, on travaille sur des productions qui visent des marchés tels que les colorants. Donc, on essaye de raffiner les molécules qui sont issues du carbone et de l'énergie provenant des déchets vers des applications qui pourraient trouver, pourquoi pas, des filières économiques qui émergeraient dans le futur. Abdelghani Sguir, vous vouliez réagir? Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux déchets municipaux qui sont générés dans les stations d'épuration, bien évidemment, il y a la problématique de l'utilisation des boues. Donc, il y a la question de la méthanisation qu'ont évoqué mes collègues. Il y a la question de l'épandage. Mais reste encore cette problématique, malgré la réglementation. Les projets qui ont été faits en général pour essayer de résoudre la problématique des micropolluants n'ont pas vraiment abouti à éradiquer complètement ces micropolluants. Et quand on fait de l'épandage, on apporte quand même un microbiote qui n'est pas le microbiote agricole du sol. Donc on va en quelque sorte modifier et chimiquement, parce qu'on ramène des paramètres aussi physico-chimiques à partir de ces boues-là, mais aussi on va ramener des organismes, un autre microbiote qui n'est pas le microbiote du sol. Donc ça peut modifier le microbiote du sol et ça peut contribuer carrément à des perturbations au niveau du microbiote et donc à la fertilité du sol. Pourquoi on le fait alors ? On le fait sous prétexte que le microbiote ou les boues qu'on utilise dans l'épandage sont riches en nutriments. Phosphore, azote, c'est très important pour la plante, pour le sol, pour la plante. Donc on le fait dans un but de valorisation. Mais on oublie aussi qu'il faut être certain de l'utilité et aussi de la qualité de la boue qu'on va épandre dans un sol agricole. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est que nous avons des stations d'épuration, et ça, c'est à l'échelle mondiale, des stations d'épuration, ou bien ils sont vieillissantes, ou bien ce sont des stations d'épuration qui sont unitaires, c'est-à-dire quand il pleut, vous avez les deux, les eaux pluviales plus les eaux, et donc ça déborde, il n'y a pas d'assainissement du tout. Et tous ces eaux enrichies en matière nutritive, enrichies aussi en polluants, d'autres polluants, micropolluants ou autres, vont rejoindre le milieu naturel, vont arriver dans les estuaires, les mers et les océans, et donc on a un cataclysme de déchets qui arrive et qui modifie les écosystèmes, y compris les écosystèmes marins, les prairies marins, les récifs coralliens, et on pense que
un des facteurs qui nuit aux écosystèmes marins, aux écosystèmes fluviaux, c'est en partie les déchets municipaux qui sont libérés sans assainissement. Alors vous avez une unité de recherche qui s'appelle Procédés biotechnologiques au service de l'environnement. Non, ça c'est Théodore Boucher, pardon. Excusez-moi, je me mélange. Du coup, vous dénoncez finalement l'épandage de ces bouts d'épuration, on a bien compris. Quelle solution vous proposez? La solution qu'on pourrait proposer, c'est à développer, c'est-à-dire on est parti très loin dans la caractérisation des boues, c'est-à-dire la diversité du microbiote des boues. On a fait pas mal de travaux qu'on appelle de génomique, de métagénomique, tout ce qui est omique, métatranscriptomique et tout ça. On a suffisamment d'informations sur la diversité des espèces, mais aussi des génomes de ces organismes. Ce qui est à faire, à mon opinion, c'est d'aborder la question de manière beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, c'est-à-dire de faire de l'ingénierie de microbiomes, c'est-à-dire de développer des microbiomes qui permettraient de dégrader toutes ces matières récalcitrantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'écologie synthétique, c'est-à-dire une collection de micro-organismes, des consortia de micro-organismes qui pourraient aborder cette question de polluants, de micropolluants qu'on rejette et dont l'écosystème naturellement ne dégrade pas. Les dégrader au lieu de les épandre ou de les rejeter, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il y a des recherches en cours là-dessus, Sylvain Duricou? Alors, en fait, je voudrais revenir sur un point, parce que vous avez posé la question sur la partie biodéchets, ce qu'évoquait M. Bouchez. En fait, vous posiez la question de l'origine. Effectivement, dans les ordures ménagères, vous avez entre 20 et 25% de déchets d'origine fermentescible. Et ce qu'évoquait M. Bouchez, c'est effectivement l'origine, c'est essentiellement les ordures ménagères, mais vous les trouvez aussi dans les collectivités, les cantines, etc. Et à partir donc du 1er janvier de l'année prochaine, il va y avoir des obligations. Vous le savez, je pense que tout un chacun qui assiste à cette conférence a eu cette information. À partir donc du début de l'année prochaine, il va y avoir une collecte qui va s'organiser sur la partie biodéchets. Et en fait, il va y avoir deux obligations. Une première obligation qui est soit de passer par une phase de compostage, soit de passer par une phase de méthanisation. Et pour répondre à la question sur la problématique du microbiome qui va retourner au sol, en fait, dans cette obligation par rapport à la loi qui est sortie, donc applicable à partir du 1er janvier, on va avoir une obligation de passer par une phase de, ce qu'on va dire, de destruction de la flore, qui n'est pas forcément en adéquation, comme on vient bien de le dire, par rapport au sol. Ça veut dire qu'on va passer par une phase de thermophilie, c'est-à-dire qu'on va monter les températures au moment de la méthanisation. Mais ça va consommer de l'énergie, ça, encore? Non, ça se fait tout à fait naturellement, parce que quand vous faites de la fermentation méthanique, vous passez un moment par une phase de thermophilie, et donc vous êtes en température supérieure à la température ambiante, et donc dans ce cas-là, vous allez avoir une destruction de la flore, et effectivement, on va pouvoir avoir un microbiote qui va être plus adapté ensuite par rapport à ce que vient de dire M. Sguir sur cette partie-là. Mais donc, si je comprends bien, il y a énormément de recherches en cours, tout ça autour finalement des microbiotes qui sont générés par les déchets, pour essayer au mieux de les exploiter, que ce soit pour faire de l'énergie ou que ce soit pour faire même des engrais ou même... c'est pas mature, vous m'avez dit, mais vous m'avez dit que vous étiez prêt à en parler, pour faire aussi de l'énergie, des technologies électromicrobiennes. Oui, alors je reviens un petit peu à ce que je disais. Ce qui est extraordinaire dans ce domaine, c'est que en fait, on puise notre inspiration de la nature, et effectivement, on connaît le compostage, la méthanisation, on a intensifié ces processus naturels. Mais désormais, comme on est dans une logique pas seulement de traitement et de conversion et de stabilisation de la matière organique résiduaire, et dans une logique davantage de valorisation, on va chercher peut-être des fonctions qui sont un peu moins apparentes.
Et on peut s'inspirer des environnements qui sont autour de nous, mais aussi de l'histoire naturelle de la Terre. On est à peu près sûr que là où il y a du carbone, de l'azote, du phosphore, de l'énergie, un système thermodynamique hors équilibre, excusez-moi, ça veut dire qu'il y a de l'énergie à utiliser. Si vous laissez ça dans des temps suffisamment longs qui permettent l'adaptation bactérienne et l'évolution bactérienne, vous êtes à peu près sûr que vous allez trouver un micro-organisme qui est capable d'exploiter ce milieu, ce biotope particulier. Et donc nous, on travaille sur, on peut s'inspirer de ça pour essayer d'avoir des idées pour convertir la matière organique de nos déchets. Je l'illustre avec donc un sujet sur lequel on travaille en particulier, c'est les systèmes électromicrobiens. Donc il y a des micro-organismes qui vivent dans des sédiments dans lesquels il y a de la matière organique, mais pour pouvoir pousser, pour avoir de l'énergie, il faut générer un flux d'électrons entre cette matière organique qui contient des molécules, des liaisons chimiques et qui contiennent des électrons à haute énergie. Il faut les faire générer un flux d'électrons jusqu'à un accepteur d'électrons. Nous, par exemple, c'est l'oxygène. Nous, on mange de la nourriture, on mange de l'énergie chimique et on organise un flux d'électrons dans notre métabolisme jusqu'à l'oxygène. Ces micro-organismes-là, ils ont l'habitude d'essayer d'organiser ce flux d'électrons métaboliques. Ils se sont adaptés à délivrer les électrons dans un milieu où il manque d'accepteurs d'électrons sous forme soluble sur des surfaces minérales. Et donc, il y a des oxydes de fer, des oxydes de manganèse qui sont capables d'accepter les électrons. Et donc, ils ont développé des appendices pour transférer les électrons issus de leur métabolisme vers ces surfaces. Et un jour, quelqu'un a eu l'idée de dire, mais si ça marche avec des surfaces minérales solides, pourquoi ça ne marcherait pas avec des électrodes ? Et bingo, ça marche avec des électrodes. Donc, lorsqu'on a de la matière organique, un biofilm complexe qu'on va chercher dans un sol, dans un compost, au bout d'un moment, si on met une pression de sélection adéquate, c'est-à-dire seuls les micro-organismes capables d'utiliser le biotope qu'on leur donne, c'est-à-dire cette électrode, se développent et ils génèrent du courant. Donc ça, c'est à la partie anodique, c'est ce que vous voyez à gauche du schéma. Donc on utilise une molécule organique, l'acétate, on extrait les électrons et on le donne sur une anode, en l'occurrence. Mais plus récemment... C'est un peu costaud pour un dimanche après-midi. Pour un dimanche après-midi. Alors, je vais m'en tenir... Peut-être, je vais essayer d'être plus synthétique. Non, c'est pas ça, c'est que c'est hyper intéressant. Mais si je comprends bien, en langage... moi, je ne suis pas prof de SVT. Il y a peut-être des gens qui sont plus... à même que moi de comprendre tout ce que vous dites. Mais si je comprends bien, avec les micro-organismes, on peut réussir en les boostant un peu par certains procédés, à leur faire créer de l'énergie. Oui, ils peuvent créer de l'énergie électrique. Alors, pas beaucoup, mais ils en créent un petit peu. À l'heure actuelle, on estime que c'est quelques watts par mètre carré d'électrode. On donne un mètre carré d'électrode à une culture microbienne. On sélectionne les micro-organismes qui sont capables de se développer sur cette électrode. Et par mètre carré, on va obtenir quelques watts d'énergie électrique. Mais c'est pas le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est ce qui se passe à droite du schéma. Okay. C'est-à-dire, c'est là sur la partie cathodique. Il y a des micro-organismes de découverte plus récente qu'on a qualifié d'électrotrophes. Donc la première publication séminale date de 2010, donc c'est relativement récent. Donc électrotrophes, comme le terme l'indique, ça veut dire qu'ils sont capables d'utiliser un flux d'électrons comme source d'énergie. C'est-à-dire que ils acceptent les électrons de façon directe ou indirecte, je ne rentre pas dans les détails, mais issus d'une électrode pour alimenter leur métabolisme et l'énergie dont ils ont besoin, et leur procurer l'énergie dont ils ont besoin. Et ces micro-organismes-là, c'est comme tous les autres, pour pouvoir vivre, il faut qu'ils organisent un flux d'électrons. Donc si on leur donne des électrons avec une électrode, à un moment donné, il faut qu'ils les relâchent sur une substance. Et cette substance, si on les contraint de nouveau en leur donnant que le CO2 comme accepteur final de l'électron, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont relarguer ces électrons sur le CO2. Et ça fabrique des molécules organiques. Donc ça veut dire qu'à partir d'électricité renouvelable, issue du solaire ou d'éolien, et de CO2, on peut fabriquer des molécules organiques. Et donc, est-ce que tout le monde a compris ? Non. On fait des efforts, mais c'est vrai que c'est un peu technique. Sylvain Durécu ? Je vais juste revenir pour expliquer. Si vous pouvez repasser la première diapo, s'il vous plaît. Voilà. En fait, vous voyez par rapport au schéma, vous avez bien effectivement représenté la partie bioprocédé par rapport à la méthanisation. Je veux juste donner un exemple pour que le public comprenne. En fait, à partir de matières fermentescibles,
On va fabriquer du méthane. D'accord ? Ça va. Ça va. Hein. Vous fabriquez du méthane. Par contre, au cours du processus de méthanisation, ce qui est très intéressant avec la flore, c'est que vous avez des bactéries qui vont être capables de produire de l'hydrogène. D'accord ? Donc, demain, on peut aussi extrapoler à des bactéries qui produiront, à partir de matière organique, de l'hydrogène. On parle de nouvelles sources d'énergie. Et ce qui est intéressant, dans le processus de méthanisation, il y a 85% du méthane qui vient, comme le disait monsieur, de la voie ce qu'on appelle acétate. Ne retenez pas ça. Par contre, ce qui est intéressant, madame, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'hydrogène et du CO2, on peut refaire du méthane avec une flore spécifique. Alors, on ne parle plus, dans ce cas-là, de méthanisation, mais on va parler de méthanation biologique. Et donc, demain, l'ouverture à un certain nombre de procédés, c'est toute la partie décarbonation qui peut être intéressante, c'est-à-dire si vous avez une source d'hydrogène quelque part et effectivement du CO2, on en a, avec la problématique des gaz à effet de serre, on peut, à partir de bioprocédés, comme vous l'expliquez, mettre en œuvre des procédés de méthanation biologique pour soit produire de l'hydrogène à partir de bactéries, mais aussi faire de la décarbonation à partir de la voie biologique. En d'autres termes, vous avez des bactéries au cours de la fermentation, c'est-à-dire en absence d'oxygène, ils vont produire du CO2 et de l'hydrogène. Bien sûr, il y a d'autres composés, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Les bactéries produisent du CO2 et de l'hydrogène, et les archées qui viennent à la fin de la chaîne, ils combinent CO2 plus hydrogène pour donner du méthane. Le méthane, c'est le CH4, carbone plus hydrogène. C'est une combinaison entre CO2 et l'hydrogène, le gaz carbonique, l'hydrogène, pour former du méthane. C'est très simple, mais c'est très complexe à réaliser. C'est réalisé par une chaîne métabolique et une chaîne aussi complexe de micro-organismes, bactéries et archées. C'est pour ça que quand je parle de microbiome, ce n'est pas que les bactéries ne peuvent pas méthaniser. Il faut qu'il y ait la composante archée et bien sûr, il faut qu'il y ait aussi la composante virale et protiste qui régule les populations, qui stabilise l'écosystème. Merci beaucoup. Oui, Je peux me permettre, parce que du coup, je n'ai pas été jusqu'au bout de l'explication. allez-y, je vous en prie. À quoi ça sert tout ça? C'est quand même le Mais bien principal, sûr, voilà. non, mais allez-y. Je vous en prie. Donc du coup, à partir de ces métabolismes électromicrobiens, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Pourquoi pas une technologie où on aurait sur la partie de gauche, effectivement, des micro-organismes qui convertissent le déchet en électricité et en CO2, et sur la partie de droite, d'autres micro-organismes électrotrophes qui convertissent le CO2 en molécules organiques. Et alors, les molécules organiques, pourquoi faire quelque chose d'aussi complexe? Parce que, en fait, en faisant ça, en interfaçant les microbes avec des circuits électriques, on a deux compartiments séparés physiquement, où à gauche, on a une matière hétérogène, contaminée. Gany parlait des micropolluants tout à l'heure. C'est vrai que c'est un problème. Il y a des techniques actuellement pour essayer de les traiter, les résoudre, les oxyder, les retenir, mais ça reste malgré tout un problème. Et si on a une séparation physique, donc entre un compartiment qui reçoit la matière organique résiduaire ou dans lequel on a une diversité complexe parce qu'il y a une multitude de molécules organiques dans nos déchets, et à droite, un compartiment dans lequel on réalise une synthèse à partir de CO2 et de l'électricité générée par les déchets, du coup, on facilite la récupération de cette molécule et on permet de la préserver justement de la contamination des déchets organiques et de tous les polluants qu'ils peuvent contenir. Voilà, donc c'était une illustration de comment est-ce que maintenant on peut essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation du monde microbien comme source d'inspiration pour les technologies en vue d'accélérer les recyclages et les cycles de la matière. Merci beaucoup pour cet effort pédagogique. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de comprendre ces mécanismes complexes, mais on sent bien qu'il y a en tout cas énormément de recherche et beaucoup d'adaptation. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur... Oui, madame? Le micro arrive. Bonsoir. Je voudrais poser une question à monsieur le professeur Paris-Évry-Saclay. Votre opinion sur la qualité de l'eau à Paris, entre autres, parce qu'il y a une idée qui circule à Paris, c'est que l'eau de robinet, elle est bonne.
D'accord. Alors, est-ce votre opinion? Est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'elle serait meilleure que l'eau que l'on achète dans les bouteilles plastiques, où il y a des perturbateurs endocriniens, bien sûr? Entre autres, c'est dit et redit par le professeur Yves de Necker qu'il faut mettre cette eau de côté. Moi, j'ai quand même un petit questionnement sur l'eau au robinet de Paris que l'on donne aux enfants, 4-5 ans. Bon, nous, on est déjà vieux, ça va, les perturbateurs endocriniens, on a fait. Mais à la jeune population, quel est votre avis? Je pense que ça répond globalement aux normes sanitaires. L'eau du robinet, en général, on fait confiance aux agences de traitement de l'eau. Ça ne veut pas dire que c'est complètement pur et dépourvu de tout contaminant. Il y a une étude qui a été publiée. D'ailleurs, il y avait un article qui a été publié dans Le Monde, je pense en 2020 ou 2021, où sur un grand nombre de données, des métadonnées, on a détecté pas mal de résidus de pesticides dans l'eau du robinet. Mais c'est beaucoup de résidus divers et variés à des quantités qui sont très faibles. Mais globalement, ça répond aux normes. Oui. La meilleure, on ne peut pas dire, c'est l'eau de la bouteille, donc ça peut être contaminé aussi par des microplastiques, par des perturbateurs endocriniens, mais ça reste aussi, c'est une eau qui est très valable, qui répond aux normes aussi. On ne peut pas vraiment... Il y en a une qui utilise du plastique et l'autre pas. Mais on n'a pas le choix entre les deux. Les phtalates, oui. Ce qu'on appelle les phtalates, et beaucoup d'autres molécules qui peuvent aussi contaminer. C'est potentiellement, oui. Une autre question? Oui. J'avais une question sur les métaux lourds, le problème des métaux lourds dans les boues de traitement d'eau usée. Et ça, évidemment, les micro-organismes ne peuvent pas les éliminer. Est-ce qu'il y a des pistes quand même pour essayer de traiter ces boues avec les métaux lourds? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les métaux lourds sont dans les boues. On trouve des métaux lourds dans les boues. Certains sont accumulés dans les bactéries, d'autres sont modifiés par les bactéries, c'est-à-dire méthylés, transformés, mais qui pourraient aussi être beaucoup plus toxiques quand ils sont transformés. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique pour les métaux lourds, et c'est ce que je préconise, c'est-à-dire développer un traitement, que ce soit pour les micropolluants ou les métaux lourds, ça reste vraiment, on a besoin d'un traitement tertiaire qui permet donc d'éliminer ces micro-organismes. Il y a différents types de traitements qui existent, physico-chimiques. Je laisse mon collègue qui veut peut-être, il est spécialiste de traitement. Je veux juste compléter, c'est qu'à partir du moment où les métaux vont être mobilisables, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où ils vont avoir un potentiel de relargage dans le milieu naturel, donc là, ce sont des critères qui sont faits avant la valorisation des boues. Ça veut dire que les boues, s'ils présentent des risques sur le plan sanitaire en matière de relargage de métaux, ne seront pas autorisés à la valorisation en tant qu'amendement organique. Donc ça, ce sont quand même des contrôles sanitaires qui sont relativement conséquents qu'on va mettre en œuvre pour justement éviter les difficultés que vous évoquez. Oui, madame. Et du coup, ces boues, on les stocke où quand elles ne peuvent pas être épandues? Alors là, effectivement, à partir du moment, alors je disais tout à l'heure, en fonction des critères, vous avez une norme. Je ne vais pas vous rappeler le numéro, ce n'est pas la peine. Donc vous faites un certain nombre de tests. Si les critères sont satisfaisants pour avoir la valorisation aux critères agronomiques, ça va partir effectivement en amendement organique. Dans le cas contraire, par rapport à votre question, ça va partir en centre de stockage de déchets. Et donc, centre de stockage de déchets, à partir du moment où on est sur ce qu'on appelle des déchets non dangereux, on va partir dans des installations de méthanisation. Et donc, la teneur alors, qui peut être rédhibitoire par rapport, comme l'évoquait monsieur, par rapport à la teneur en métaux, l'est pas forcément par rapport à la teneur en matière organique. Et donc, ça veut dire que la boue qui va être apportée sur un centre de stockage de non-déchets dangereux, on va faire de la méthanisation, on va utiliser la valeur organique de cette boue pour faire du méthane. Et donc les matières minérales ensuite vont forcément rester de façon intrinsèque dans le massif.
mais c'est aussi valorisé, cette fois-ci, d'un point de vue énergétique et non pas d'un point de vue amendement organique. D'accord, merci. J'aurais une deuxième question. Est-ce que les filtres à charbon qu'on met directement sur les robinets des cuisines, chez nous, sont efficaces? Bon, je ne suis pas forcément le spécialiste des charbons actifs. Toujours est-il que nous, par rapport à la réglementation qu'on nous assigne, et c'est tout à fait normal parce que la plupart des sites industriels qu'on exploite sont des installations classées au titre de la protection de l'environnement, donc on a des obligations par rapport aux critères. Forcément, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la qualité de charbon actif en fonction des critères qui vont nous être imposés au regard de la législation. Donc ça veut dire qu'on va avoir une sélection très étroite entre le besoin et la qualité d'eau que nous demande la réglementation. Je suppose que par rapport à votre question, les charbons actifs que vous allez employer effectivement à votre robinet vont aussi avoir les capacités d'absorber les traces de matières organiques résiduelles, éventuellement les micropolluants. Je pense que... C'est quelque chose que vous conseillez? Oui, c'est toujours utile. Ça minimise quand même les contaminants, pas mal de contaminants, c'est très utile. Et je reviens sur la question d'entreposage des boues et des déchets. Il faut être très clair. Il ne faut pas aussi cacher le fait que l'entreposage aussi génère encore un autre déchet qui pose une autre problématique, ce qu'on appelle les lixivias. Lixivias, on a un grand problème de traitement de ce qu'on appelle les lixivias. C'est ce qui s'accumule dans les... Et ça peut, si on ne fait pas attention, si on n'applique pas vraiment la réglementation de manière pure et dure, on pourrait contaminer quand même le sol, la nappe phréatique et tout ça. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des projets de recherche, il y a de la recherche là-dedans qui demandent des financements et on a besoin que les équipes de recherche soient financées pour pouvoir avancer dans cette problématique. Donc c'est une problématique qu'on ne peut pas ignorer, que ce soit les micropolluants, les métaux lourds qu'a évoqué le monsieur, ou les déchets et les lixivias. Ça pose vraiment toujours un problème et qu'on doit s'atteler pour résoudre avec plus de financement et d'implication du public. Théodore Boucher et Monsieur Duricu. Il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de solution miracle. Donc il y a forcément, par exemple, la méthanisation, à partir d'une entrée en matière organique, qui, même si elle est très biodégradable, qu'on va dire égale à 100%, à la fin, il y a à peu près 45-50% au mieux de biogaz, de carbone est converti en biogaz, et il reste quand même 50%. Donc effectivement, si cette matière... Alors, on a évoqué la législation qui va se mettre en place de collecte sélective des biodéchets. Ça, c'est très important. Ça permettra justement aussi d'éviter la contamination par rapport aux produits ménagers, aux autres types de polluants. Donc, ça créera une meilleure qualité de gisement. Mais à la fin, vous avez quand même soit des boues, soit un digestat. Et malheureusement, si au mieux, il est suffisamment raffiné et il est issu d'un gisement qui a été suffisamment contrôlé en amont du procédé pour qu'effectivement il soit compatible avec une valorisation agronomique. Mais ça dépend en fait. Le procédé va faire au mieux avec ce qu'on lui donne. Donc ça veut dire que si la matière première au début est contaminée, si on a des ordures ménagères résiduelles en mélange avec de la matière organique dedans, malheureusement parfois on ne peut rien faire d'autre que de la mettre en centre de stockage. Et donc, du coup, il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas de solution miracle. Et si on veut réussir à créer des boucles de circularité, il faut s'appuyer sur les micro-organismes, mais ils ne peuvent pas non plus tout faire. Il faut aussi qu'on leur donne de la matière compatible avec ce qu'ils ont l'habitude de traiter, qu'il n'y a pas trop de composés xénobiotiques, et pour ensuite créer une sortie compatible avec une valorisation agronomique ou un rejet dans la rivière dans le cas des eaux usées. Je voulais revenir par rapport à la problématique des lixivias. En fait, aujourd'hui, pareil, sur la qualité des rejets d'eau et notamment sur la qualité des lixivias, on a des obligations en matière de traitement. Et j'ai écouté avec attention l'exposé de Gilles Boeuf en début de séance. Il parlait de la problématique de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, dans
dans les massifs où on va exploiter nos installations de stockage qui vont accepter donc des déchets fermentés cibles, l'important c'est de travailler sur l'intensification des procédés. Et l'intensification des procédés, ça passe forcément par un ajout d'eau dans le massif, parce que tout à l'heure Gilles le rappelait, en fait le support de la vie c'est quand même l'eau. Donc on a besoin d'eau dans le massif pour intensifier, donc on fait ce que fait la nature, mais on accélère le phénomène. Et donc le point important c'est de traiter ces lixivias. Et aujourd'hui on va utiliser l'eau de traitement de ces lixivias pour pouvoir les réinjecter dans le massif. Donc en fait, on va faire une recirculation des lixivias et ne rejeter dans le milieu naturel que les eaux qui auront respecté les obligations restrictives par rapport à la réglementation. Mais on va utiliser cette eau. Abdelghani. Oui, pour revenir à ce que les collègues ont dit par rapport au... En réalité, la solution n'est pas purement technique. Il ne faut pas se leurrer. La technologie ne résout pas l'ensemble des problèmes. Un facteur qui est important et qui fait partie de la solution, c'est la prise de conscience, c'est la prévention, c'est anticiper les problèmes depuis le départ. Que ce soit au niveau des industriels, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, il faut qu'il y ait une éducation, aussi un développement de cette conscience. C'est que au niveau de l'industrie, que ce soit chimique ou pharmaceutique, il faut essayer de développer des molécules qui sont compatibles avec l'environnement, avec la biodégradabilité, et aussi avoir cette conscience de ramassage de déchets, mais aussi au niveau de la population, au niveau du public, ne pas trop abuser de l'utilisation de médicaments et ne pas jeter les médicaments dans les déchets, c'est-à-dire dans l'eau, et avoir cette éducation depuis le départ, depuis le jeune âge. Si on fait ce travail-là, je pense qu'on va minimiser beaucoup et anticiper beaucoup les problèmes qui se posent aujourd'hui, qui nuisent à l'ensemble des écosystèmes sur l'ensemble de la planète desquels on fait partie. Donc la prévention, c'est le maître mot de la problématique. Et je dis encore que les solutions ne sont jamais purement techniques. Il faut qu'on y participe et à toutes les échelles. Merci beaucoup. Il y a une question. Oui. Excusez-moi. Oui. Voilà, j'avais d'abord une remarque. Alors, en fait, je suis enseignante en biotechnologie, donc ça me permet de faire un petit point par rapport à tout ce qui a été dit depuis vendredi sur, comme vous le disiez, là, le fait de faire de la prévention, le fait de faire de l'éducation. Donc, c'est vrai que là, je suis assez contente parce qu'on parle pas mal de biotechnologie sur des aspects positifs. Notamment valorisation des déchets, on l'a vu hier sur le microbiote intestinal, ou toutes ces choses-là. J'ai perdu le fil, pardon. Vous aviez une question. Oui, alors d'abord, la remarque, c'était juste de dire qu'effectivement, on fait de l'éducation, on parlait des programmes de SVT, mais en biotechnologie également, on aborde toutes ces questions-là. Et par rapport à ce qui avait été dit dans les conférences, on a, par exemple, dans un des premiers cours, c'est de la bioéthique. Donc on aborde ces notions-là aussi, et donc on éduque aussi les élèves, même si c'est un peu tard parce que c'est au lycée, sur ces questions à se poser. C'est très tard, mais malheureusement la biotechnologie n'est enseignée qu'en lycée. Donc c'est des prises de conscience qu'on essaye d'inculquer aux élèves. Voilà, la question, je ne sais pas si elle est dans votre domaine de compétences, mais comme vous parliez de méthanisation et de valorisation des déchets avec de l'énergie, je me demandais si on prenait en compte notamment, par exemple, le transport des déchets, parce que c'est vrai qu'actuellement, en fait, on parle beaucoup de méthanisation. Il y a des petites entreprises qui se créent pour faire de la méthanisation, mais finalement, ça nécessite beaucoup de transport, notamment en camion, pour apporter ces déchets et cette valorisation. Est-ce que c'est pris en compte ? Théodore, tout le monde veut répondre, mais Théodore, allez-y, vous avez peut-être moins parlé que les autres. C'est une excellente question parce que justement, ça me permet d'évoquer avec vous un des débats qu'on a vraiment à INRAE. Jusqu'à maintenant, on est vraiment sur des infrastructures et sur un traitement qui est de nature centralisée. En tout cas, en tant qu'organisme de recherche, on se pose la question après,
Est-ce qu'il y a une pertinence? On le verra, c'est justement ça qu'on veut essayer d'investiguer, d'une logique beaucoup plus décentralisée, des boucles non seulement d'économie circulaire, mais pour le recyclage des matières organiques. Et donc, du coup, ça a toutes sortes d'implications en termes de recherche. Et alors, pour vous, effectivement, pour revenir à votre point précis sur le transport, il y a des méthodologies qui permettent justement d'essayer d'agréger. Alors, elles sont discutables, bien sûr, mais au moins, elles ont le mérite d'exister. C'est ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, qui tentent d'agréger les contributions de différentes composantes du système. Donc, lors d'un méthaniseur, bien sûr, où sont les gisements, quels sont les moyens de transport utilisés. Il y a des collègues à INRA et à Rennes qui ont fait des thèses sur est-ce qu'il vaut mieux une installation centralisée ou plusieurs installations décentralisées en fonction de la répartition des gisements. Donc ça fait vraiment partie des choses qui sont regardées, prises en compte. Et alors, est-ce qu'il y a une réponse unique? Non. C'est beaucoup une question d'adaptation au territoire. Et donc ça, c'est un facteur supplémentaire qui milite pour une gestion un peu plus décentralisée des déchets. Mais on n'y est pas encore. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment des questions qu'on se pose, nous, en tant qu'institut de recherche. Moi, je peux compléter la réponse. Aujourd'hui, il est clair que par rapport au transport, on va favoriser la politique territoriale, c'est-à-dire qu'on va inciter forcément, et c'est même des obligations réglementaires, parce que quand vous avez les autorités administratives qui regardent l'introduction de déchets sur nos sites de traitement de déchets, vont forcément prendre en compte l'origine des déchets. Donc en fait, il y a des mesures incitatives sur le plan territorial pour favoriser ce qu'on limite le transport et que ça passe d'une région à une autre. Donc c'est pour ça que la plupart des groupes industriels qui travaillent dans le domaine de la méthanisation, voire dans d'autres secteurs, sont implantés, je dirais, de façon assez homogène sur le territoire, justement pour limiter le transport. Mais en général aussi, dans les stations d'épuration des eaux usées où on produit ce déchet qui devient valorisable par la méthanisation, beaucoup de stations d'épuration méthanisent sur place. Méthanisent sur place, utilisent leur méthane parce que, vous savez, les dépenses dans une station d'épuration, c'est essentiellement des dépenses énergétiques, parce que pour dégrader la matière organique qui provient des égouts, des réseaux des égouts, il faut chauffer, il faut apporter de l'oxygène. Et apporter de l'oxygène, donc il faut de l'électricité, il faut de l'énergie. Donc beaucoup de stations d'épuration implémentent donc des méthaniseurs sur place. Ça dépend de la taille de la station et de la quantité de produits ou de boue à méthaniser. Certains vont utiliser cette chaleur, cette énergie pour le chauffage, pour des besoins sur place, et d'autres, ils vont larguer ça, transformer ça en électricité et l'envoyer dans le circuit électrique d'EDF. Oui. Très court. Bon. Oui. C'était juste pour mentionner que la question du transport et en fait de l'acheminement des eaux usées se pose aussi beaucoup pour le traitement des eaux usées. On estime que les émissions diffuses qui ont lieu dans les réseaux entre les habitations et la station d'épuration pourraient représenter jusqu'à 50% de la matière qui a été mise dans le réseau au départ. Donc en fait, c'est aussi un des arguments pour aller vers plutôt une logique décentralisée. Vous avez peut-être entendu parler des expérimentations sur les toilettes sèches, etc. C'est un argument, bien sûr, l'acheminement, le transport et la prise en compte globale de ces bilans d'émissions, c'est quelque chose de fondamental dans la réflexion maintenant. J'ajoute juste un point, j'évoquais tout à l'heure, on en a beaucoup parlé, la méthanisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des mesures incitatives pour réinjecter le biométhane, pour en faire du bio-GNV. En fait, tout ça pour éviter l'utilisation de matières fossiles et d'utiliser plutôt du méthane biogénique, du biométhane. Donc aujourd'hui, il y a des installations et on est en train de les transformer sur la plupart de nos sites industriels. Au lieu d'utiliser le méthane pour pouvoir faire de l'électricité, on va être incité, et on l'est déjà, à réinjecter donc le méthane dans le réseau pour qu'à l'horizon, c'est ce que dit l'ADEME, l'horizon 2035-2050, on ait 100% du méthane renouvelable qui circulera dans notre réseau.
J'avais une question. Je vous remercie pour votre question parce qu'effectivement, ça me permet de rebondir par rapport à ma question. C'est justement sur cette réflexion globale du système. Parce que tout à l'heure, il y avait la question sur les bouteilles d'eau, la question sur le filtre de charbon. Mais il y a aussi la question du déchet lui-même qu'on va récupérer, qu'on va amener ailleurs, etc. Où finalement, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et du coup, finalement, l'utilisation déjà à la source à travers le compost, que ce soit en individuel en particulier quand on est en pavillon, mais aussi sur des composteurs collectifs en logement collectif ou même par rapport les aux municipalités commencent à les s'y mettre. municipalités, tout à fait. C'est encore mieux parce que ça évite tous ces transports. Et puis voilà, l'eau en bouteille ou le filtre de charbon, ça crée des déchets supplémentaires. Donc il n'y a pas uniquement la question sanitaire, ou pas directement la question sanitaire, mais il faut aussi réfléchir sur les apports, effectivement, les besoins en énergie et la totalité en fait, des impacts sur l'environnement. Et j'avais une question parce que cette semaine, j'étais à une réunion, un colloque organisé par la région Île-de-France. Et il y avait des agriculteurs pas bio qui expliquaient qu'en fait, je crois que c'était la Chambre d'agriculture d'Île-de-France ou quelque chose comme ça, qui expliquait qu'en fait, on parlait de qualité de l'air et qu'en fait, finalement, l'épandage des boues était très polluant et que du coup, voilà, c'était quelque chose sur lequel il voulait lutter pour éviter la pollution de l'air. Donc on était vraiment dans une approche uniquement sur la pollution de l'air et justement pas sur le global que j'évoquais. Et du coup, je voulais savoir quel était votre avis, si vous en avez un là-dessus, parce que du coup, il disait l'épandage des boues, du coup, ça produit de la pollution de l'air parce que il y a de l'ammoniac en fait qui en résulte et qu'en fait les producteurs bio c'était encore pire. Alors j'ai retenu quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que j'ai totalement mal compris? Bon, une petite réponse rapide peut-être. Alors, je sais que les technologies d'épandage ont une influence déterminante sur la nature des émissions gazeuses. Et donc, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je sais qu'à INRAE, il y a des gens à Clermont-Ferrand qui travaillent sur les technologies d'épandage et qu'en fonction de la nature des technologies d'épandage, on peut effectivement soit minimiser, soit au contraire pas trop minimiser les émissions diffuses de gaz à effet de serre. Mais alors, je ne sais pas du tout si c'était à ça qu'il faisait référence, mais en tout cas, il y a pas de, dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas de solution miracle. Et la même chose, lorsque vous citiez le compostage individuel, un compostage individuel mal fait peut conduire à beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, il y a des études qui l'ont vraiment documenté. Donc, on ne peut pas dire de façon dogmatique, ça c'est mieux que cela. Il faut vraiment prendre une vision globale et effectivement comparer des pratiques telles qu'elles sont, qui sont adaptées à certains territoires, à certains usages. Et c'est peut-être pas une solution unique et qu'il faut préconiser, mais justement une capacité d'adaptation et une évaluation avec un rétrocontrôle. Pour ajouter un peu... Oui, après, on va arrêter là, mais allez-y. Si je pourrais ajouter un exemple de problème de pollution à cause de l'épandage, c'est la génération de ce qu'on appelle le protoxyde d'azote. Et ce protoxyde d'azote, il est généré déjà au niveau de la station d'épuration au moment de ce qu'on appelle la dénitrification, c'est-à-dire l'élimination de l'azote. Un des objectifs d'une station d'épuration, c'est d'éliminer l'azote. Donc dans le sol, on a besoin d'azote pour les plantes, mais dans la station d'épuration, il faut éliminer cet azote sous forme de N2 qui passe dans l'atmosphère. Mais au cours du processus de dénitrification, il y a des intermédiaires. Parmi ces intermédiaires, vous avez le protoxyde d'azote. Et si vous avez génération de protoxyde de quantité importante, ça devient un gaz à effet de serre, ça devient polluant pour l'atmosphère, bien sûr. Marc-André. Petite question toute simple. Les bactéries qui font de la méthanisation, est-ce qu'on les inocule? Est-ce qu'elles font l'objet d'une sélection? Ou est-ce qu'on compte sur le tout venant pour que le processus s'engage? Et est-ce qu'il y a une marge d'amélioration dans ce cas-là? Je te laisse répondre. Si tu veux.
Oui, donc ça me permet de dire que les méthanogènes sont des archées d'ailleurs. Et effectivement, une des caractéristiques, moi ça m'a toujours, quand j'ai commencé en thèse, j'étais tout nouveau et j'avais monté un réacteur. Là, en l'occurrence, c'était une station d'épuration miniature. J'étais voir mon encadrant et je lui ai demandé, mais ça y est, c'est prêt, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Il m'a dit, tu mets n'importe quoi, ça va finir par marcher. Alors ça m'avait complètement estomaqué. Et c'est vrai, c'est la pratique, c'est-à-dire qu'une unité de méthanisation, c'est un système ouvert dans lequel on va sélectionner les populations capables de s'implanter. Et en conditions anaérobie, à un moment donné, il n'y a pas d'autre façon d'utiliser l'énergie que de fabriquer du méthane à partir de CO2. Et donc, alors évidemment, si on inocule une boue anaérobie, ça va plus vite, mais la réponse est on n'a souvent pas besoin et ça finit par marcher tout seul. Mais évidemment, si on veut gagner du temps, et peut-être mon collègue plutôt industriel va effectivement abonder dans ce sens-là, on peut inoculer pour gagner du temps, mais si on est suffisamment patient, ça finira par marcher tout seul. Alors, nous, on ne pratique pas forcément l'inoculation, on va plutôt utiliser les bactéries tout venantes, comme vous venez de le dire. Par contre, ce qu'on va faire, on va travailler sur l'intensification des procédés. Je l'évoquais tout à l'heure, pour travailler ce qu'on appelle en mode bioréacteur, par rapport à une installation de stockage de déchets non dangereux. On va faire l'intensification de procédés, ça veut dire qu'on va rapporter des quantités d'eau qu'on va contrôler. On va regarder aussi la productivité en méthane, parce que là, c'est aussi un contrôle régulier. Et ça, pour avoir un temps de séjour dans le massif qui soit diminué et améliorer donc cette production. Mais on ne va pas forcément apporter de méthanogènes. Elles sont déjà là, comme vous le dites. Il suffit de les biostimuler, enfin de les stimuler par des apports en nutriments et notamment en eau. Merci beaucoup. Oui. Je rajoutais juste un point. C'est une expérimentation unique qu'on a fait au Génoscope à Évry, à l'université d'Évry. C'est pas au Génoscope. En réalité, c'est que pour parler de la formation de l'écosystème de manière naturelle, ça se fait vraiment de manière naturelle. C'est-à-dire, on a expérimenté une station d'épuration qui était construite, c'est-à-dire vous avez un ouvrage et on envoie tout simplement les égouts. Et on a suivi la dynamique de colonisation de ces bassins-là par le microbiote. On a suivi vraiment par des études moléculaires et on a montré qu'au bout de 90 jours, on a la mise en place de groupes fonctionnels qui sont capables d'assurer un certain nombre de réactions, un certain nombre de fonctions au niveau, c'est-à-dire fonctions en relation avec l'élimination du carbone, l'élimination de l'azote, du phosphore. On a tous ces éléments. Donc, on peut partir de rien du tout, juste par ensemencement empirique, et le microbiote ou l'écosystème se met en place de manière automatique, de manière naturelle. Merci beaucoup à tous les trois pour cet exercice pédagogique. On sent en tout cas que ça bouillonne du côté des déchets en termes d'innovation à partir du microbiote. Merci beaucoup.